Vous n'êtes pas timide. Vous n'êtes pas antisocial. Vous préférez simplement rester chez vous. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Mais la question que personne ne vous pose est la suivante. Savez-vous vraiment laquelle est la vôtre? Cette question demeure. Parce que je vais lui répondre, mais pas maintenant. Avez-vous déjà réalisé combien de fois dans votre vie vous avez refusé une invitation? Combien de fois avez-vous regardé votre téléphone portable, vu ce message disant « Il y aura une issue » et avez-vous ressenti quelque chose en vous qui disait non? Une chose qui n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas un manque d'argent. Ce n'était pas de la paresse. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais mis en mots. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer ici. Mon nom n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentirez tout au long de cette vidéo. Et je vous le dis, ça va faire un peu mal. Non pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que la vérité, lorsqu'elle te frappe de plein fouet, provoque toujours un inconfort avant de provoquer un soulagement. Alors faites un marché avec moi, restez jusqu'à la fin. Parce que la réponse que vous cherchez, peut-être sans même savoir que vous la cherchez, est ici. Mais cela n'aura de sens que si vous écoutez tout. Je vais commencer par une scène. C'est vendredi soir. Vos amis s'en vont. Il y a un endroit sympa, des gens sympas, peut-être quelque chose de nouveau. Et toi, vous êtes dans votre chambre, avec votre lumière préférée allumée, votre couverture, votre série, votre nourriture. Et il y a un moment précis, où vous pensez « c'est trop beau pour que je change ». Maintenant, dis-moi quelque chose. À ce moment-là, avez-vous ressenti de la paix ou avez-vous ressenti un soulagement? Parce que la paix et le soulagement semblent être la même chose, mais ils sont psychologiquement opposés. La paix, c'est quand vous êtes bien là où vous êtes. Le soulagement, c'est lorsque vous échappez à quelque chose qui vous a fait peur. Et la plupart des gens qui préfèrent rester à la maison n'ont jamais pris le temps de faire cette distinction. Je ne me suis jamais arrêté pour demander « suis-je ici parce que je le veux ou parce que je l'évite ?» Ce n'est pas un jugement, c'est de la psychologie. Et avant de penser que cette vidéo n'est pas pour vous, sachez que j'ai vu ce schéma chez des personnes très intelligentes, créatives, sensibles et profondes. Des gens que le monde qualifierait de difficiles ou de bizarres, mais qui sont en réalité parmi les personnes les plus riches émotionnellement qui soient. Le problème n'est pas que vous restiez à la maison. Le problème commence lorsque la maison devient une armure. Dans les années 1960, un psychologue nommé Hans Eysenck a proposé une théorie qui a changé notre façon de comprendre la personnalité. Il a dit que les introvertis et les extravertis ne sont pas différents par choix, ils sont différents par la neurologie. Le cerveau introverti est naturellement plus stimulé. Il a besoin de moins de stimuli extérieurs pour bien fonctionner. L'extraverti a besoin de plus de bruit, de plus de personnes, de plus de mouvements pour atteindre le même niveau d'activation. Cela explique pourquoi vous arrivez à une fête et au bout de 40 minutes vous êtes épuisé, alors qu'il y a des gens qui restent 5 heures et veulent quand même continuer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie, mais voici la partie dont peu parle. Eysenck a également souligné que lorsque ce système de stimulation interne élevé n'est pas bien calibré, lorsqu'il n'a pas de rendement sain, il peut se transformer en évitement, en isolement, dans un monde en rétrécissement qui semble confortable mais qui en réalité vous étouffe lentement. Et savez-vous ce qu'il y a de plus cruel dans tout cela? Cet étouffement ne fait pas de mal. Il est silencieux. Cela ne se produit pas comme une crise. Cela arrive comme une routine. Il arrive en disant « je préfère ça comme ça ». Cela donne cette agréable sensation de ne pas avoir besoin de sortir. À l'extérieur, la vie continue sans vous. Écrivez quelque chose pour moi ici dans les commentaires. Cela ne doit pas nécessairement être long du tout. Juste un mot. Dites-moi simplement, lorsque vous refusez une issue, que ressentez-vous en premier? Relief? Blâmer? Les deux en même temps, parce qu'en fonction de votre réponse, la conversation que nous devons avoir change complètement. Et il y a quelque chose d'important que je n'ai pas encore révélé, quelque chose qui est au centre de tout cela, et que je révélerai plus tard. Reste ici. Maintenant, je dois parler d'un personnage. Si vous regardez des animes, vous connaissez probablement l'archétype du personnage qui vit dans son propre monde. Celui qui semble froid, distant, qui n'a besoin de personne, qui possède une énorme force intérieure, mais qui porte un poids que personne ne voit. Pensez à Levi Ackerman.
À Ayano Koji, pas Kirua. Ils ne fuient pas les gens parce qu'ils sont supérieurs. Ils s'éloignent parce qu'ils apprennent trop tôt que la connexion fait mal. Faire de la place à quelqu'un, c'est faire de la place à la perte. Et leurs esprits ont trouvé une solution élégante, intelligente, trop sophistiquée pour être remise en question. Contrôlez l'environnement. Réduisez les variables. Restez là où vous avez le pouvoir. Et où avez-vous plus d'électricité qu'à l'intérieur de votre maison? La maison est le seul endroit où le monde ne peut entrer sans autorisation. Maintenant, sans jugement, en toute honnêteté, je veux que vous vous demandiez, à un moment donné de votre vie, est-ce que quelqu'un est entré dans votre monde et est reparti avec quelque chose que vous n'avez jamais récupéré? Une amitié qui s'est mal terminée. Une relation qui a détruit votre confiance. Une humiliation publique. Une trahison à laquelle vous ne vous attendiez pas. Parce que la psychologie comportementale a un nom pour cela, le conditionnement d'évitement. Le cerveau humain, après une expérience douloureuse liée à un contexte social, commence à créer des barrières automatiques. Vous ne décidez pas consciemment « je ne veux pas partir ». Votre système nerveux décide pour vous. Il a vu ce qui s'est passé la dernière fois, et il ne veut pas que cela se reproduise. C'est une protection. C'est une intelligence émotionnelle primitive. Et pendant un moment, ça marche très bien. Le problème est que le cerveau n'a pas de bon sens. Il ne fait pas de différence entre « ce parti en particulier était mauvais » et « les partis sont dangereux ». Il ne fait pas de différence entre « cette personne m'a trompé » et « les gens vont tricher ». Il généralise. Cela protège davantage. Et puis la maison devient une prison. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cela maintenant et qui voudront ne pas être d'accord. Vous penserez « non, j'aime juste rester à la maison, il n'y a pas de traumatisme là-dedans ». Et c'est peut-être vrai. Mais laissez-moi vous poser une autre question. À quand remonte la dernière fois que vous êtes sorti de votre zone de confort social, non pas par obligation, pas à cause de la pression de quelqu'un, mais parce que vous le vouliez? Parce que vous ressentez une véritable curiosité pour ce qui se passe à l'extérieur. Si vous devez beaucoup réfléchir pour répondre à cette question, voici les données. Je ne dis pas que vous devez devenir extraverti. Ce serait comme dire qu'une personne petite devrait essayer d'être grande. La physiologie ne change pas par la volonté. Mais il existe une énorme différence entre une introversion saine et un isolement défensif. Une introversion saine choisit la solitude. Elle cherche à se ressourcer. Elle rentre chez elle après s'être connectée au monde, satisfaite. L'isolement défensif évite la possibilité d'une connexion avant même d'essayer. Il ne recharge pas, il se cache. Et voici la vérité que beaucoup de gens évitent d'admettre. Vous ne savez pas lequel est le vôtre. Je vais vous dire quelque chose que la science du comportement a découvert à propos des personnes très sensibles. Et quand je dis sensible, je ne parle pas de faiblesse. Je parle de personnes dont le système nerveux traite les informations plus profondément, plus intensément et plus complètement que la moyenne. Hélène Aron, une psychologue américaine, a passé des décennies à étudier ce profil. Elle l'a appelé HSP, personne très sensible. Personne très sensible. Et ce qu'elle a découvert était troublant par sa beauté. Ces gens ressentent davantage. Ils comprennent davantage. Ils absorbent plus d'énergie de l'environnement. Ils sont plus créatifs, plus empathiques, plus introspectifs. Mais aussi, et c'est là le point important, ce sont eux qui souffrent le plus de surstimulation. Ils sont les premiers à se sentir épuisés dans des environnements sociaux intenses. Ce sont eux qui ont besoin de plus de temps seuls, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils traitent tout plus en profondeur. Et le monde n'a pas été construit pour eux. Le monde a été construit pour un volume élevé, pour un rythme rapide, pour une productivité constante, pour un réseautage forcé, pour « si vous n'êtes pas partout, vous n'existez pas ». Alors, que fait une personne très sensible? Elle trouve le seul environnement qui respecte son rythme. La maison. Mais voici la coupe. Voici la partie qui va faire mal. Même si vous êtes très sensible, même si vous êtes vraiment introverti, il existe un point au-delà duquel le retrait cesse d'être une préoccupation personnelle et devient un abandon de soi. Il y a une ligne. Et j'ai besoin que tu saches où elle est. Si tu es toujours là, fais-moi une faveur. Commentez cadeau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que ce soit autre chose. Juste ça. Parce que je veux savoir que les gens qui regardent cette vidéo sont vraiment présents pas seulement avec leurs yeux,
mais aussi avec leur esprit. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit comme ça, qui préfère rester à la maison d'une manière qui donne l'impression que le monde extérieur n'existe même pas pour lui, envoyez cette vidéo. Pas comme critique. Quelle prudence! Parce que ce que je vais dire maintenant s'adresse à ceux qui sont prêts à écouter. Il existe un concept en psychologie appelé le monde des relations objets. C'est complexe en théorie, mais simple en pratique. L'idée est que depuis l'enfance, nous n'apprenons pas seulement à interagir avec de vraies personnes, nous apprenons à créer des représentations internes de ces personnes. Modèles mentaux de la façon dont les autres se comportent, à quoi s'attendre d'eux, s'ils sont sûrs ou dangereux. Si vous avez grandi dans un environnement où les gens étaient imprévisibles, où l'amour était assorti de conditions, où la présence des autres était souvent synonyme de conflit ou de douleur, votre cerveau a appris une équation simple. Les gens sont variables. Les variables provoquent de l'instabilité. L'instabilité est dangereuse. Par conséquent, minimisez les gens. Et la maison est la matérialisation physique de cette équation. Ce n'est pas ta faute. C'était du renseignement de survie. Mais la survie n'est pas la vie. Et voici la question qui vous restera en tête jusqu'à la fin de cette vidéo. Vivez-vous ou survivez-vous simplement confortablement? Gardez ça. Parlons de quelque chose dont la plupart des chaînes de psychologie ne parlent pas parce que c'est un problème. Trop inconfortable, le plaisir du contrôle. Rester à la maison ne consiste pas seulement à éviter la douleur. Il s'agit aussi d'un plaisir réel et légitime que beaucoup confondent avec l'introversion mais qui est parfois autre chose, le plaisir d'être la seule variable de l'environnement. À la maison, vous choisissez ce que vous mangez, ce que vous regardez, quand vous dormez, à qui vous parlez, comment vous parlez, quand vous vous arrêtez. Vous êtes le propriétaire absolu de l'espace et du temps. Cela génère un sentiment de compétence, de pouvoir, de sécurité qui est vraiment bon. Le problème, la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie est chaotique, imprévisible, pleine de gens qui ne suivent pas votre scénario. Et plus vous passez de temps dans un environnement de contrôle total, moins vous développez de tolérance aux variables. Pour des surprises, pour les autres. Et puis quelque chose de subtil mais dévastateur se produit. Chaque fois que vous sortez et que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez imaginé, vous ne pensez pas c'était intéressant. J'ai appris quelque chose. Vous pensez je savais qu'il valait mieux rester à la maison. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation émotionnelle. Vous rassemblez des preuves pour confirmer la croyance que vous avez déjà. Et la conviction dont vous ne savez même pas que vous avez est la suivante. Le monde extérieur n'est pas sûr pour moi. Savez-vous quel personnage d'anime vit cela le plus brutalement? Shinji Ikari, de Evangelion. Un garçon tellement abandonné, tellement chargé émotionnellement, que la seule façon pour lui d'exister était de se retirer. Pour fermer. Pas par choix, par effondrement. Et à la fin de la série, la question que lui pose Hideaki Anno est la même que celle que je vous pose maintenant. Et si le problème n'était pas le monde, mais plutôt votre modèle? Maintenant, je dois m'arrêter ici pour vous dire quelque chose directement. Si cette vidéo a du sens pour vous, si chaque partie que je dis vous donne l'impression « Ouais, c'est juste moi », alors vous devez vous abonner à cette chaîne. Pas parce que je vais te demander des faveurs, mais parce que ce que vous ressentez en ce moment, cette combinaison d'inconfort et de reconnaissance est rare. C'est le genre de choses que la plupart des gens n'arrêtent jamais de traiter. Et si vous êtes le genre de personne qui s'arrête, qui réfléchit, qui veut vraiment se comprendre, alors cette chaîne est faite pour vous. Appuyez sur la cloche. Activez les notifications. Parce que les prochaines vidéos continueront cette conversation d'une manière qui changera la façon dont vous vous voyez. Et ainsi de suite, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cela résonne, ce n'est pas pour moi. C'est un signal que vous envoyez à l'algorithme en disant « Ce type de contenu compte. Ce genre de profondeur compte. Aidez ce matériel à atteindre ceux qui en ont besoin. Maintenant reste avec moi, parce que le plus important reste à venir. Approfondissons. Il existe une différence entre 3 types de personnes qui restent à la maison. Et identifier qui vous êtes, ça change tout. Le premier type est l'introverti intégré. Cette personne reste à la maison car elle a réellement besoin d'espace pour se ressourcer. Mais elle n'évite pas le monde, elle prend soin de l'énergie qu'elle a à lui offrir. Elle a des amis. Cela se connecte de manière significative. Elle préfère simplement la profondeur à la quantité. Elle peut partir quand elle le souhaite.
Vous choisissez simplement de ne pas sortir souvent. Le deuxième type est le retrait défensif. Cette personne est restée tellement longtemps chez elle qu'elle ne sait plus si elle peut repartir. Ce n'est pas qu'elle ne le veuille pas, c'est juste que la possibilité de partir génère déjà de l'anxiété avant d'agir. Elle s'est convaincue qu'elle est introvertie, mais en réalité elle a peur. Et il y a un abîme de différence entre les deux choses. Le troisième type, et c'est le plus difficile à affronter, est le fugitif confortable. Cette personne a une vie, des amis potentiels, des opportunités à l'extérieur. Mais elle a découvert qu'il est infiniment plus facile de créer un récit selon lequel elle n'en a pas besoin, plutôt que de faire face à la vulnérabilité d'essayer et éventuellement d'échouer. La maison est devenue une excuse. Et l'excuse est devenue une identité. Aucune de ces trois personnes n'est meilleure ou pire. Mais un seul d'entre eux est réellement à la hauteur de ce qu'il veut. Les deux autres sont piégés sans le savoir. Lequel es-tu? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Mais vous devez répondre par vous-même. Savez-vous ce que je remarque lorsque je parle à des personnes qui vivent très isolées? Ils sont, presque sans exception, les plus intelligents de la pièce. Le plus observateurs. Ceux qui comprennent les nuances que les autres ne captent pas. Ceux qui ont une connaissance approfondie du comportement humain, même s'ils ont peu de contact avec les humains. C'est paradoxal, non? Mais cela a du sens quand on comprend que l'observation à distance est une compétence. Il est plus sûr d'analyser à distance que d'interagir de près. Et puis il y a quelqu'un qui a une carte détaillée du territoire, mais qui n'y a jamais mis les pieds. La connaissance sans expérience crée une illusion dangereuse, celle que vous comprenez la vie, qu'il n'est pas nécessaire de le vivre pour le comprendre. Cette observation suffit. Mais la vie n'est pas un spectacle. Et voici la vérité qui résonnera au plus profond de vous-même si vous essayez de l'ignorer. Vous ne pouvez pas vraiment vous connaître sans vous tester en friction avec le monde. Sans les frictions d'une vraie rencontre là avec une autre personne, avec l'inattendu, avec l'inconfort de l'imprévu. Vous pouvez passer des années chez vous à développer votre esprit, votre sensibilité, votre perception. Et le jour viendra où vous vous regarderez dans le miroir et réaliserez que vous avez construit une version très sophistiquée de vous-même, mais qui n'a jamais été testée par la réalité. Et les versions non testées tombent en panne. Je veux vous parler de quelque chose qui se passe dans le corps, pas seulement dans l'esprit. L'isolement prolongé a des effets physiques documentés. Je ne parle pas de semaines. Je parle de modèles d'années. Lorsque les humains réduisent considérablement leurs contacts sociaux, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ont tendance à rester chroniquement élevés, même si la personne se sent détendue. Le paradoxe de l'isolement est que le corps vit dans un état d'alerte constant, car, au cours de l'évolution, être seul était dangereux. Prédateur. Faim. Le groupe protégé. Votre cerveau ne sait pas que vous êtes en sécurité dans l'appartement. Il sait que tu es seul. Et cela déclenche le système de menace de manière fluide, régulière et imperceptible. Cela se manifeste par une fatigue sans cause apparente. Une angoisse de fond que l'on ne sait pas nommer. Le sentiment que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Irritabilité lorsque quelqu'un brise votre routine. Vous l'attribuez à 1000 choses. Travailler. Au climat. Ce qu'il a mangé. On l'attribue rarement à ce qu'il est réellement. Votre système nerveux a soif de connexion. Et vous mettez l'application en mode silencieux. Voici un micro-exercice. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant. Mais gardez-le. Pensez à 3 personnes dans le monde en dehors de chez vous avec qui vous vous sentez bien ou vous vous êtes senti bien à un moment donné. Il n'est pas nécessaire que ce soit très proche. Il peut s'agir de quelqu'un que vous respectez, qui vous fait rire, qui vous encourage. Réfléchissez maintenant. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris l'initiative d'entrer en contact avec l'une de ces personnes, sans raison précise, sans agenda, simplement parce que vous le vouliez? Si ça fait un moment. Si vous ne vous en souvenez même pas. Si la réponse « Je ne fais pas ce genre de choses », c'est un fait important. La connexion ne se fait pas par osmose. Elle a besoin d'action. Petit, oui, mais des actes. Et la bonne nouvelle, et je vous promets qu'il y a de bonnes nouvelles ici, c'est que le cerveau est en plastique. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une neuroscience fondamentale. La neuroplasticité signifie que les modèles de comportement peuvent être reconfigurés par une exposition répétée et intentionnelle.
Vous n'avez pas besoin de devenir extraverti. Vous n'avez pas besoin d'aller à une fête avec une centaine de personnes. Il vous suffit d'élargir votre monde à des doses que votre système nerveux peut tolérer. Un café, un message répondu avec plus de chaleur, une conversation qui dépasse un peu le superficiel. C'est suffisant pour commencer. Mais avant d'en arriver là, il y a une couche sur laquelle il faut d'abord travailler. Et c'est là que la plupart des approches échouent. Parce qu'ils traitent le comportement sans traiter la croyance qui génère le comportement. Quelle est la croyance? La croyance est la suivante: je ne suis pas assez pour être au monde. Elle trouve rarement ces mots. Elle apparaît comme je n'ai pas de sujet. Je ne suis pas intéressant. Les gens s'ennuient de moi. Je sais que je vais dire quelque chose de mal. Je ne m'intègre pas. Et au fond, cela se traduit par: si les gens apprennent vraiment à me connaître, ils me rejetteront. Il est donc plus prudent de ne pas essayer. C'est ce qu'on appelle la honte anticipée. Et c'est, d'après mon expérience d'observation des modèles humains, l'un des mécanismes d'autosabotage les plus sophistiqués qui existent. Parce qu'il agit avant tout événement réel. Cela annule la possibilité avant qu'elle n'existe. Et la maison est le bunker où la honte anticipée vit le plus confortablement. Si cela vous a touché, si vous avez ressenti cette oppression dans votre poitrine pendant que je parlais, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce sentiment que vous avez de ne pas être assez ne vient pas de vous. Il vous a été imposé par quelqu'un, à un moment donné, dans une situation spécifique où vous n'aviez ni les outils, ni le pouvoir de vous défendre. Vous transportiez quelque chose qui n'était pas le vôtre. Et cela peut être restitué. Permettez-moi de revenir un instant au personnage de l'anime, car il y a là quelque chose que je n'ai pas terminé. Ce qui rend des personnages comme Ayano Koji ou Kirua si fascinants, ce n'est pas leur isolement. C'est la lutte interne. C'est le moment où ils se demandent si l'armure qu'ils ont construite pour se protéger ne les empêche pas également de recevoir quelque chose qu'ils désirent désespérément au fond. Kirua abandonne tout pour Gon. Pas parce que Gon est parfait, mais parce que quelque chose en Kirua reconnaît que cette connexion spécifique est réelle et que la perdre équivaudrait à se perdre lui-même. Et la question que je vous pose est: avez-vous déjà eu une connexion comme celle-ci? Celui où vous aviez l'impression que la personne vous voyait vraiment? Si oui, et vous êtes parti, pourquoi? Si vous ne l'avez jamais eu, pensez-vous que c'est possible pour vous? Parce que la réponse à ces questions en révèle plus sur votre situation que n'importe quel test psychologique. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que la culture du développement et nos gens vendent. Il existe un discours très populaire qui dit: les introvertis devraient apprendre à être plus extravertis. Vous avez besoin de réseauter, vous devez vous exposer, vous devez sortir de votre coquille. Je ne suis pas d'accord. Pas complètement, mais partiellement. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez développer qui vous êtes. Il y a une différence cruciale. Changer implique que ce que vous êtes est faux, qu'il faut vous remplacer par une version plus sociable, plus vocale, plus présente. L'expansion implique que ce que vous êtes a déjà de la valeur et que vous y ajoutez des dimensions, que vous grandissez de vous-même, pas malgré vous. Un introverti qui apprend à se connecter de manière authentique ne devient pas extraverti. Il devient entier. Et l'ensemble est très différent de la perfection. Ou l'est quelqu'un qui peut être avec lui-même sans s'enfuir et qui peut être avec les autres sans se perdre. C'est le but. Pas la fête. Pas de réseautage. Pas les 100 amis. L'équilibre entre qui vous êtes et le monde dans lequel vous habitez. Commentez une chose ci-dessous. Quel a été le moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus véritablement connecté à quelqu'un? Il peut s'agir d'un ami, d'un partenaire, d'un membre de la famille ou même d'un étranger lors d'une conversation inattendue. Cela ne doit pas être long. Dis-moi juste ce que tu as ressenti. Parce qu'il y a une raison psychologique spécifique pour laquelle je pose cette question, et cela a à voir avec la révélation à venir. C'est le cœur de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Avez-vous déjà entendu parler du concept de l'ikigai? C'est japonais. La traduction la plus proche, raison de vivre. Mais la façon dont les Japonais l'utilisent va au-delà. C'est le chevauchement entre ce que vous aimez, ce que vous faites bien, ce dont le monde a besoin et ce qui vous soutient. Ce que peu de gens disent, c'est que l'ikigai a une dimension sociale obligatoire. Vous ne trouvez pas votre ikigai seul. Elle émerge dans la rencontre avec le monde, en friction avec d'autres perspectives, dans la surprise de l'inattendu.
dans la découverte que quelque chose que vous avez toujours su a plus de valeur que vous ne l'imaginiez parce que quelqu'un d'autre l'a reçu et a été transformé. L'isolement ne vous empêche pas de vous connaître. Cela vous empêche de vous découvrir. Et il y a une énorme différence entre les deux choses. Connaître, c'est l'inventaire interne. Ce que j'aime, ce qui m'émeut, ce qui me fait mal. Découvrir, c'est ce qui se passe lorsque l'on emmène cet inventaire dans le monde et que l'on voit ce qui lui arrive au contact de la réalité. Vous pouvez passer toute votre vie à apprendre à vous connaître à l'intérieur sans jamais vous découvrir. Maintenant, le moment que j'avais promis est arrivé. Vous vous souvenez de la question du début? Êtes-vous introverti ou est-ce que vous l'évitez simplement? Voici la réponse. Les deux peuvent être vrais en même temps. Vous pouvez être véritablement introverti et en même temps utiliser cette introversion comme bouclier pour ne pas avoir à affronter la peur de la connexion. Vous pouvez aimer être à la maison et en même temps perdre des années de vie qui ne reviendront plus. Vous pouvez être profond, sensible et intelligent, tout en construisant une prison dorée que vous appelez votre chez-vous. Ces choses ne s'annulent pas. Ils coexistent. Et la question qui compte, la seule qui compte, n'est pas « suis-je introverti ou extraverti ?» La question est « la vie que je vis est-elle celle que je choisirais si la peur n'existait pas ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Mais si vous ressentiez cette contraction dans votre poitrine, si tu respirais différemment, si quelque chose en toi disait « je ne suis pas sûr », vous savez donc déjà ce que vous devez faire. Pas tout à la fois, pas de manière dramatique, ne pas devenir quelqu'un d'autre, mais 1 millimètre, un message, une issue, une conversation. Le monde ne vous détruira pas, il vous construira. Et la version de vous qui existe entre ces 4 murs est réelle. Elle a de la valeur, elle a de la profondeur, mais elle mérite d'être vue, pas seulement pour vous. Avant de partir, une dernière chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes exactement le type de personne pour lequel cette chaîne existe. Parce que vous ne fuyez pas l'inconfort. Vous y allez lorsque vous sentez qu'il y a la vérité de l'autre côté. C'est rare, c'est du courage. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Parce que les prochaines conversations iront encore plus loin. Et vous aurez envie d'être là quand ils arriveront. Et si cette vidéo touche à quelque chose que vous n'avez jamais mis en mots, partagez-la avec quelqu'un. Pas n'importe qui. Avec cette personne spécifique dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre cela. Cela se cache d'une manière qui fait mal à voir. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est un miroir honnête. Prends soin de toi. Et rappelez-vous, la maison est un lieu de repos et non de disparition. Vous êtes plus grand que vos murs.